Salam alaikum et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder le chapitre des valvulopathies en module de cardiologie. Dans cette première, on va commencer avec le rétrécissement mitral. Du coup, ce cours, il va intéresser surtout les étudiants de la 4e année, voilà, en première position, mais également les étudiants de la 3e année pour leur module de sémiologie. Donc ce sera juste la partie du traitement qui intéresse seulement les étudiants de la 4e année. Mais vous êtes, soyez tous les bienvenus, voilà. Alors, pour commencer, il faut savoir que, donc on va essayer un petit peu de se rappeler de l'anatomie du cœur. Alors, on sait que le cœur Tsana, il est composé de 4 chambres, on peut dire comme ça. Voilà. Voilà, donc on a 4 chambres. Les 4 chambres Tsana. Donc, on a des oreillettes. Ça, c'est l'oreillette droite. Ça, c'est l'oreillette gauche. Voilà. Et ça, c'est le ventricule gauche. Et ça, c'est le ventricule droit. D'accord ? Voilà. Donc, ces 4 chambres-là sont séparées par des valves. Enfin, chaque 2 chambres est séparée par une valve. Voilà, donc l'oreillette gauche et le ventricule gauche sont séparés. Là, on va surtout, les pathologies cardiaques en général, on s'intéresse surtout au cœur gauche. Mais bon, il y a d'autres pathologies qui s'intéressent au cœur droit. Mais par exemple, les valvulopathies, on va seulement parler des valves qui sont localisées au niveau du cœur gauche. Donc, on a la valve mitrale qui va séparer l'oreillette gauche du ventricule gauche. C'est une valve à 2 cuspes, voilà, seulement. Il y a 2 valvules aussi. Et puis, elle va donc permettre, l'ouverture TAHA va permettre le passage du sang depuis l'OG vers le VG. Quand est-ce que ça se fait? Il se fait pendant la diastole. Donc on sait que l'hémodynamie intracardiaque, donc surtout, on va parler des 2 grands points qui sont la systole et la diastole. La systole, c'est bien sûr l'éjection du sang. Donc c'est le VG qui va assurer cette éjection, il va se contracter, il va éjecter du sang vers l'aorte, voilà, qui va distribuer ce sang dans tous les tissus de notre organisme. Et la diastole, c'est le remplissage de ce VG. Et ça se passe comment? C'est depuis l'OG. L'OG va envoyer du sang, voilà, à travers la valve mitrale. Le rôle de la valve mitrale, nous la pathologie qui va toucher cette valve. Donc la physiologie taha, c'est elle s'ouvre et elle se ferme normal. Lorsqu'elle s'ouvre, c'est la diastole. Elle s'ouvre pendant la diastole pour permettre le passage du sang vers le VG. Le VG, pardon, il va se remplir. Donc voilà, c'est la diastole. Et elle se ferme, quand est-ce qu'elle se ferme? Eh bien, elle se ferme au début de la systole, bien sûr, lorsque la systole va commencer, là, le VG, il est rempli complètement. Lorsqu'elle se ferme, cette valve, elle va constituer le bruit B1. C'est le premier bruit qu'on entend à l'auscultation cardiaque. Voilà. Donc, elle dit, en général, voilà, nous mettre des petites notions de base pour comprendre ce qui va venir par la suite. Et c'est très très simple. Voilà, il n'y a pas grand chose à savoir. Donc, le rétrécissement, donc on a soit systole soit diastole. Les pathologies valvulaires, on parle soit de problèmes systoliques ou de problèmes diastoliques. Par rapport à quoi? Par rapport à la valve, est-ce qu'elle est rétrécie ou est-ce qu'elle est en insuffisance? Ou là, nous faisons le rôle taha. Elle s'ouvre pendant la diastole. Du coup, lorsqu'elle ne s'ouvre pas bien, eh ben c'est la diastole qui va être altérée. Parce qu'elle n'est pas bien ouverte, donc elle ne va pas permettre le sang de passer. Et donc, la diastole n'est pas bien faite. Le remplissage du VG n'est pas bien assuré. Voilà. Donc, le rétrécissement mitral, c'est quoi? Donc, on peut l'appeler aussi une sténose. La valve mitrale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une diminution de la surface d'ouverture de la valve mitrale. Si elle ne s'ouvre pas bien, le sang, il ne va pas passer. Et donc, on aura une hyperpression au niveau de l'OG. Donc, on va y revenir. C'est la physiopathologie, bien sûr, le mécanisme. Donc, la surface normale, il faut savoir qu'elle est située entre 4 et 6 cm². Et lorsqu'on parle de rétrécissement mitral, il y a les surfaces. Parce que la surface, on peut la calculer avec planimétrie à travers ou là par l'échocardiographie, bien sûr, transthoracique, le TT. Donc, cette surface, elle va diminuer. Lorsqu'elle devient inférieure à 2,5 cm², on parle d'un rétrécissement mitral seulement. Mais lorsque ce rétrécissement, cette surface, elle diminue encore et elle devient inférieure à 1,5 cm², là, on parle d'un rétrécissement mitral serré. C'est très important. Le chiffre, il faut le garder. 1,5 m². Il faut le garder. Centimètre carré, pardon.
Ça, on a deux autres notions, c'est RM pur. RM, c'est l'abréviation, rétrécissement mitral. Il y en a plus maintenant RM pur, lorsqu'on n'a pas d'insuffisance mitrale. Parce que, et ça arrive normal, tu as une association RM plus IM. Et là, on parle d'une maladie mitrale. Et ça existe, yani. Mais lorsqu'on parle de seulement rétrécissement mitral, on dit RM pur. Voilà. Et on a une autre technique, un autre adjectif, on va dire, lorsqu'on dit RM isolé. Isolé, c'est pas comme pur. Isolé, ça concerne les autres valvulopathies. Parce que, encore une fois, on peut avoir rétrécissement mitral avec d'autres valvulopathies. Methylène RAO, methylène IAO, on sait pas, ça dépend. Et parce que donc on va revenir à l'étiologie principale des valvulopathies en général, et surtout dans les pays qui sont sous-développés, ou là en voie de développement, on va dire, c'est la pathologie rhumatismale. C'est le rhumatisme articulaire aigu. Et le rhumatisme. ماشي يروح ديريكتوم غير لا فالف ميترال يقدر يتوشي دوطخ فالف يسمع له بها نقولوا بلي يقدروا يكونوا عندنا بولي فالفولوباتي نقدروا نعيطوا لها بولي فالفولوباتي. Voilà, c'est une pathologie. Le RAAA, c'est une pathologie rhumatismale et polyvalvulaire. Elle touche n'importe quelle valve. C'est pas que préférentiellement le RM, ou là si elle touche si elle touche la valve mitrale, ah non, elle va pas toucher les autres. Si, elle peut les toucher, mais comme elle peut ne pas les toucher. D'accord? Donc, lorsqu'on a seulement RM, mais qu'il y a une pathologie, on dit c'est un RM isolé. Voilà, ما كاين حتى autre valvulopathie RAO IAO كما قلنا ولا tricuspide aussi. Voilà, يعني ما كاين حتى وحده ولا valve ما راهي touché, y compris تاع le cœur droit. D'accord. Donc هذا le RM كما قلنا rétrécissement mitral, le problème تاعو il va constituer un barrage. هذا ثاني c'est un mot clé ثاني c'est important, il faut le garder. Barrage au remplissage diastolique. هذه الجملة للحفظ. C'est très important. Voilà, remplissage diastolique. يعني باش هذه شوفوا هذه وحده راهي comme si elle récapitule tout, presque tout, hein, parce qu'il y a le barrage donc il y a un obstacle à l'éjection. Enfin, on va pas vraiment dire éjection parce que l'OG c'est l'éjection, c'est un passage suivant le gradient, juste un gradient la جذبية يحبط le son وبرك عندنا à la fin la systole auriculaire, à la fin كامل تاع la en télédiastole on va dire, ou là en pré-systole. Donc voilà, elle va constituer un barrage un obstacle. Voilà, donc le sang il va pas passer. يتبين بلي كاين rétrécissement. ثانيا غيتقول لك remplissage, le remplissage il se fait pas bien, et غيتقول لك ثاني la diastole. Voilà, donc توضح كل شيء. La phrase elle est très importante. La lésion la plus fréquente anatomopathologique, c'est une fusion commissurale. C'est une fusion commissurale. Donc là je vais essayer de vous schématiser la valve mitrale. Je suis désolée pour le dessin, je ne sais pas vraiment dessiner, mais l'essentiel, ça va constituer comme ça. Je vais vous dire, hein, donc fusion des commissures. Les commissures. Voilà, deux commissures. Voilà, les commissures. Donc ça va constituer l'aspect en bouton de chemise. Donc j'espère que le schéma il a pu un petit peu schématisé, on va dire. Donc ça va constituer un aspect en bouton de chemise. La surface elle dit qu'elle va diminuer. Elle a les commissures et elles vont donc se souder entre elles tout simplement. Et donc on a parlé de la lésion la plus fréquente, c'est une fusion commissurale ou la symphyse aussi commissurale. Les étiologies c'est très simple. Maintenant les pays qui sont en voie de développement, voilà, même si notre pays il a presque plus le rhumatisme articulaire aigu, mais voilà, théoriquement ça reste. On dit que le RAA ça constitue la cause principale et voilà, notamment chez nous. Donc autre chose, cette pathologie c'est une pathologie à prédominance féminine. Donc ça touche beaucoup plus les femmes, et on a dit que c'est la pathologie la plus fréquente. Les pathologies rhumatismales, les valvulopathies rhumatismales, c'est le RM qui est le plus fréquent. Voilà. Alors, en deuxième position, les étiologies, on aura des calcifications dégénératives. Et ça touche surtout les pays qui sont développés. Voilà. Maintenant, chez le rhumatisme articulaire aigu, ils ont plutôt les calcifications dégénératives avec l'âge. Avec l'âge, c'est tout à fait normal. Très bien, donc on a parlé de ça. L'anapathe, c'est un symphyse ou la soudure des une ou des deux commissures. Donc on peut avoir seulement une seule commissure ou les deux commissures. Donc on peut différencier deux types. Deux types selon quoi? Selon donc le remaniement. Est-ce que c'est vraiment très remanié ou là peu remanié? Donc lorsqu'on a des valves qui sont fibreuses, qui sont mobiles, qui sont souples, normales, là ce sont des valves peu remaniées. Sinon, si ce n'est pas le cas, elles sont calcifiées ou bien très calcifiées,
là, et ça touche aussi l'appareil sous-valvulaire. L'appareil sous-valvulaire, il est constitué de quoi? On a les cordages et les piliers. Donc je vais vous montrer un petit schéma, parce que j'aime pas qu'à parler sans rien montrer. Donc voilà, là, on aura une diminution de la mobilité avec fusion des cordages. Donc là, c'est très grave, calcifié, donc vraiment, c'est un petit peu compliqué. Alors, voici le schéma, ou bien l'anatomie de la valve mitrale avec son appareil sous-valvulaire. Appareil sous-valvulaire, il y a la valve. Donc voici l'anneau mitral. On va les feuillets, un feuillet antérieur et un feuillet postérieur. Le feuillet antérieur fait 3 parties, A1, A2, A3. Le feuillet postérieur fait P1, P2, P3 aussi, donc 3 parties encore. On a les commissures, vous voyez, les commissures antéromédiales et on a postérolatérales. Lorsqu'elles se fusionnent entre elles, elles vont donner... oui, très bien. Alors, lorsqu'elles se fusionnent entre elles, voilà. Donc, ça va constituer un aspect en bouton de chemise lorsqu'elle est ouverte. Bien sûr, la valve, un trou dans l'ouest. Et les deux commissures vont fusionner. Parce que normalement, ils se normal. Voilà. Pour ce qui est de l'appareil sous-valvulaire, on a les muscles piliers qui sont directement en contact avec le myocarde. Bien sûr, le myocarde du VG. Et voilà, donc les piliers, c'est des muscles, c'est des structures musculaires, voilà. Et ce sont des cordages. C'est des structures fibro-élastiques qui relient l'anneau mitral avec les piliers. Voilà. Elle est juste très très simplifiée, voilà. Donc c'est l'appareil valvulaire. Donc lorsqu'on a un problème remaniement que maintenant, soit les valves elles sont normales, voilà, ça va, elles sont fibreuses souples, mais malgré qu'il y a un rétrécissement, là ça va, le remaniement n'est pas très important. Les valves elles sont souples, elles sont fibreuses, elles sont mobiles. Mais dans d'autres cas qui sont dans des stades très évolués, voilà, on aura des calcifications et même l'appareil sous-valvulaire, les très calcifié. Voilà. Donc, ce problème de barrage, il va aboutir à un gradient de pression. Gradient de pression entre les oreillettes et les ventricules en diastole. Donc, on aura un problème. La diastole, normalement logée, se vide. Le sang, le VG, il est prêt à accepter, à recevoir du sang. Il se remplit. Mais dans ce cas, non. Il y a la pression très importante au niveau de l'OG. Alors que le VG, il est à l'aise. Il n'y a aucun problème. Parce que tout se passe en amont. En amont de la valve mitrale. En amont de la valve mitrale, il y a en avant. Avant la valve mitrale, il y a un OG, il y a une veine pulmonaire, etc. Il y a l'arbre pulmonaire. Donc, on a la physiopathe. Pour faire simple, en aval, après la valve mitrale, il n'y a rien de mal. Le VG, il est normal. C'est la seule valvulopathie où vraiment le VG, il est normal. En amont, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a une hyperpression. L'OG, elle va subir une hyperpression diastolique. Encore une fois, on le rappelle, c'est pendant la diastole du VG. C'est par rapport au VG, hein, toujours par rapport au VG. Parce que le VG, où elle est en diastole. Donc, hyperpression, qu'est-ce qui va se passer? Cette hyperpression, elle va aboutir à une dilatation de l'OG. L'OG, elle a une caractéristique, c'est qu'elle peut se dilater. Elle peut s'adapter. Elle se dilate, et même jusqu'à constituer un aspect en citerne. Dans la OG citerne. Mais malheureusement, cette dilatation, même si c'est un mécanisme d'adaptation, voilà, ça permet d'adapter voilà, la situation, de compenser, mais elle va altérer, elle va changer la structure de l'oreillette gauche facilement, elle va la changer, elle va l'altérer, une désorganisation architecturale, ce qui va aboutir à des parties qui sont fibrosées. On aura de la fibrose. Et la fibrose, donc des parties où il y a une fibrose, partie méfièche, partie saine, partie malade, partie saine, partie malade. Donc là, l'architecture, elle est complètement anarchique. Elle est devenue désorganisée. Et malheureusement, qui m'a la belle l'oreillette, donc elle permet le passage de son. Mais à la fin, elle a une systole propre à elle, une systole auriculaire. Les hyènes, le tracé électrique, c'est l'onde P. Mais dans le cas où la fibrose, et ben ça va donner la fibrillation auriculaire. L'oreillette ne va plus se contracter d'une manière normale. Contraction organisée qui مع الفا وحده وخلاص بصح هنا elle va commencer à fibriller يعني ترعش يعني بالمصطلح العامي c'est ترعش تولي تفبريلي. Donc et cette fibrillation, donc on aura la perte de la systole auriculaire. Et au niveau du tracé, vous savez tous, la fibrillation auriculaire va se manifester par des ondes, on dit ce sont des petites ondes F, c'est la trémulation de la ligne de base sans retour à la normale, qui vont remplacer l'onde P. Donc la fibrillation, eh ben, on n'aura plus la systole auriculaire,
Et malheureusement, on a les conséquences de la fibrillation auriculaire, elle a des conséquences hémodynamiques, donc des conséquences hémodynamiques, c'est-à-dire l'hyperpression, etc. Et donc la disparition de la systole auriculaire, mais surtout les événements thromboemboliques. Pourquoi on a des événements thromboemboliques? C'est le trouble de l'équitabilité. Et d'ailleurs, la FA, c'est le trouble de l'équitabilité le plus fréquent, voilà, dans la population âgée. Donc cette fibrillation, lorsque l'oreillette gauche ne se contracte pas normal, et on aura une stagnation du sang. الدم حيحصل في داخل l'oreillette gauche. والدم كي يحصل وهي راه يترعش فيها هكاك, il va commencer à coaguler. Et donc on aura coagulation. Et surtout هذا الامر يصرا وين بزاف في l'auricule. عندنا oreillette, عندنا auricule. Auricule en fait كاين اللي يعيطوا له c'est l'appendice de l'oreillette gauche. C'est une petite structure جاي أذين هكا من الفوق, جاي فوق l'oreillette normale. Et donc هذيك جايه une petite chambre, toute petite chambre. Donc تما facilement الدم il va stagner. Facilement il va stagner au niveau de l'auricule. Stagnation, ça veut dire quoi? Coagulation. Coagulation, ça veut dire quoi? Eh bien, formation des thrombis. Des thrombis. Et donc, les thrombis, ils peuvent se détacher, malheureusement, qui l'oreillette. Ils peuvent se détacher, migrer à travers la valve mitrale, ils vont passer l'aorte, etc. Donc, ils vont migrer. Une artère de diamètre qui est petit, ils peuvent l'obstruer. Et ça, c'est très grave. Ça va constituer des événements. Donc, ça, c'est l'embolisation. Et donc, s'ils vont obstruer l'artère, des artères carotides, on aura des AVC, l'artère cérébrale, donc ils vont descendre en bas et ils peuvent constituer des ischémies, une ischémie d'un membre inférieur. Donc vraiment, ils peuvent obstruer n'importe quelle artère, mais les de petit diamètre ou mais les volume important. Donc voilà, les événements thromboemboliques qui sont très graves. Voilà, pour comprendre un petit peu d'où vient la fibrillation auriculaire. Ben, c'est dû à la désorganisation de l'architecture de l'oreillette gauche qui va devenir fibrosée, un tissu vraiment anarchique et qui vont être les petites cellules qui sont fibrosées, elles vont être hyper excitables. Donc elles vont s'exciter et là ça va devenir anarchique complètement. Ça. L'hyperpression, elle ne va pas rester au niveau de l'oreillette gauche seulement. Elle va être transmise. L'oreillette gauche, elle ne peut pas supporter. Elle va transmettre, et surtout parce qu'elle est en contact avec d'autres structures. Donc elle va le partager avec eux, l'hyperpression. Elle va envoyer quelle est la structure qui est en contact direct avec l'oreillette gauche? Et bien ce sont les 4 veines pulmonaires. Elle va transmettre, leur envoyer cette hyperpression. Les 4 veines pulmonaires, elles vont passer au niveau du poumon. Les capillaires pulmonaires d'abord. Donc c'est alors, on a un petit schéma pour comprendre. On a schématisé l'oreillette gauche. On a les 4 veines pulmonaires. D'accord? Les 4 veines pulmonaires. Elles vont passer. Et on a d'abord les poumons. D'accord? On a des capillaires, bien sûr. Mais je ne vais pas tous les artères. Parce que le capillaire, c'est la communication entre les artères. Enfin, on va dire les artérioles et les vénules. Donc, les capillaires. Il faut savoir que les capillaires, on a une partie pré-capillaire et post-capillaire. Donc, on a la structure. Est-ce que c'est post-capillaire ou la pré-capillaire? Eh bien, c'est post-capillaire au début. On a من أي زاوية رانا نشوف فيها. رانا نشوف فيها من زاوية إنه الدم يجي d'abord, le sang il va passer d'abord par le côté droit et puis l'artère pulmonaire et puis les veines pulmonaires. Donc, l'oulanine, c'est pré-capillaire. Les structures, on va dire, c'est pré-capillaire. D'accord? C'est l'artère pulmonaire, vraiment. L'artère pulmonaire, il habite le sang. Et donc, pré-capillaire, on va dire capillaire, on va dire post-capillaire. Post-capillaire, on va dire les 4 veines pulmonaires, ils vont passer au niveau de l'oreillette gauche. J'espère que c'est clair. Parce que non, parce on fait une marche arrière. D'accord? On fait une marche arrière. D'accord? Donc, tout d'abord, les structures qui vont être altérées, ce sont les capillaires. Enfin, les structures post-capillaires. En bas, ça devient une hyperpression capillaire directe. En bas, une hyperpression pré-capillaire. Donc, vous voyez, c'est comme si c'est l'inversé un petit peu. Il faut voir l'angle, les rana chevaux. Depuis quel angle? On voit depuis... on dit parce que comment dire? Donc, c'est... Et ça commence depuis le cœur droit et ça passe, voilà, pré-capillaire, post-capillaire. Et post-capillaire, donc 4 veines pulmonaires, l'oreillette gauche, d'accord? Elle est pour comprendre, d'abord l'hyperpression, elle est post-capillaire. Qui te coule hyperpression diastolique post-capillaire, ça va, c'est récupérable, c'est réversible, c'est
on peut dire qu'elle est passive. Elle est réversible, passive, qui n'est pas très grave. Ensuite, ça, l'hyperpression, elle va pas rester. Le truc, l'hyperpression, c'est qu'elle se transmet. Elle va pas rester comme ça. Donc, elle va passer, elle va devenir capillaire et enfin, elle va devenir précapillaire. Lorsqu'elle devient précapillaire, là, c'est très grave parce que ça devient irréversible. Ça devient active. Qui dit active ou active. Active, c'est une structure impliquée. Et bien, c'est l'artère pulmonaire qui va faire une vasoconstriction. C'est la pression. Donc, il y a la vasoconstriction, la pression. Où je t'ai dit, HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. Et ça, c'est très grave, c'est irréversible. Malheureusement, on peut pas. On dit c'est une hyperpression globale mixte. C'est une HTAP globale mixte. Donc, quitte qu'on l'hyperpression au niveau de l'artère pulmonaire, elle a fait une vasoconstriction, ou eh bien, l'altération, ça va se retentir sur le VD, le ventricule droit. Donc, vous voyez comment une pathologie, elle a commencé au niveau de la valve mitrale qui est gauche, et bien, le retentissement, il est droit. Et c'est une notion, il faut la garder. C'est que la valvulopathie mitrale, ça retentit surtout au niveau du corps droit. Voilà. Voilà, donc on aura une dilatation. Bon, on a dit d'abord une hypertrophie. Pourquoi une hypertrophie? Donc le VD, il va essayer de vaincre l'obstacle parce que en fait, ça constitue un obstacle parce qu'il y a une vasoconstriction. Il empêche l'éjection le VD, le sang veineux qui est venu depuis les veines caves, etc. Donc, ça va constituer un obstacle. Donc, il va essayer de s'hypertrophier d'abord, le VD. Mais, elle dit une notion de... Enfin, physiologiquement, il a été fait comme ça. Le VD, il est plus fragile et moins épais que le VG. Donc, il va facilement lâcher. D'abord, il va essayer de s'hypertrophier pour vaincre l'obstacle, mais enfin, il va se dilater, il va vaincre. Enfin, il va être, voilà, comme ça, il va perdre sa contractilité, donc il va se dilater, et lorsqu'il se dilate, il va dilater avec lui l'anneau de la valve tricuspide. Lorsqu'on a là cette dilatation, ben écoutez, là, on aura le tableau de l'insuffisance cardiaque droite. Voilà, là, c'est le retentissement, le cœur droit, insuffisance cardiaque droite. Très bien, donc là, c'est dilatation du VD, pardon, hein. C'est écrit dilatation du VG, alors que c'est VD, pardon. C'est juste une faute de frappe, on va dire. Voilà, donc on aura l'augmentation des pressions veineuses, hépatiques, périphériques, et c'est l'insuffisance cardiaque droite ultime. Ça, on a dit, c'est une remarque, le RM, le restriction mitrale, est la seule valvulopathie qui va donner un tableau d'insuffisance cardiaque gauche, mais sans insuffisance ventriculaire gauche. On a dit que le ventricule gauche, il est bien protégé. Il est bien protégé parce que, alors qu'il y a un barrage, le sang marche, il est un petit volume, mais il est protégé, ça va. L'hyperpression, elle règne au niveau de l'oreillette gauche et va se transmettre. Donc, parce que, voilà, par définition, la pression télédiastolique du VG, elle est normale. Voici donc l'insuffisance cardiaque globale. On aura une insuffisance cardiaque gauche et une insuffisance cardiaque droite. Vous connaissez les signes, c'est très simple. Donc, turgescence jugulaire, foie cardiaque, reflux, des œdèmes des membres inférieurs, acide, donc des épanchements. Et des signes d'insuffisance cardiaque gauche, c'est simple, c'est la dyspnée, c'est le retentissement sur le poumon. On parle d'un poumon cardiaque. Et donc des râles crépitants, l'auscultation pulmonaire, une hémoptysie parfois, voilà. Très bien. Alors, parlons maintenant des signes fonctionnels. Qu'est-ce qui va ramener le patient? Donc le patient, il va venir pour des signes qui vont le déranger. D'accord? Donc, on a tout d'abord la dyspnée due à la congestion pulmonaire. Et puis, on a des palpitations à cause de la FA, de la fibrillation auriculaire, parce que voilà, donc la FA, elle peut être en tachycardie ou en bradycardie. Mais voilà, on peut avoir, donc les palpitations, par définition, c'est la perception des battements du cœur, qui est anormal. On ne sent pas on perçoit pas les battements du cœur malgré il bat normal, mais dans le cas où il y a une pathologie, un trouble de l'excitabilité, on aura des palpitations, donc là c'est pas normal. D'accord. On aura de l'hémoptysie. Alors l'hémoptysie c'est grave parce que bon, donc le patient va venir, va nous dire voilà j'ai émis du son. Mais donc on va pas savoir est-ce que c'est du son de la gastrologie ou bien de problème pulmonaire. Mais voilà, donc lorsqu'on a une pathologie mitrale, on peut en déduire, voilà, soit c'est un OAP, voilà, des expectorations, donc avec la description sémiologique, saumonée, avec des traces rouges, voilà. Sinon c'est un infarctus pulmonaire et ça c'est très grave. On peut avoir aussi une dysphonie. Alors la dysphonie c'est quoi? C'est un trouble de la voix, une altération de la voix tout simplement. Et ce qu'on appelle le syndrome d'Ortner. C'est dû à quoi? C'est dû à la compression du nerf récurrentiel gauche par l'OG qui est très dilaté.
Voilà, c'est très simple. Donc, les signes fonctionnels, c'est surtout la dyspnée. Le patient, il va venir, il va nous dire, je suis essoufflé, j'arrive pas à monter les escaliers, ou bien j'arrive même pas à m'habiller. Et là, c'est très grave, et même ça peut arriver jusqu'à l'orthopnée. Les signes physiques, lorsqu'on fait notre examen clinique, donc physique, on va tout d'abord commencer avec l'inspection. À l'inspection, qu'est-ce qu'on va voir? Le patient, il est globalement, il est normal. Mais puisqu'on a dit c'est une pathologie surtout féminine, donc c'est surtout une femme avec une érythrose des pommettes. Voilà. À cause de la polyglobulie, etc. Donc ensuite, la palpation, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va palper, on va examiner le thorax, voilà, enfin la partie cardiaque, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un frémissement. Un frémissement, c'est quoi? Ça traduit qu'il existe un souffle cardiaque. Mesdames et le stéthoscope, c'est le stéthoscope qui va donc nous permettre d'entendre le souffle. Mais la palpation, c'est un frémissement. C'est dû à quoi? C'est le résultat du passage du sang de l'OG vers le VG à travers une valve très rétrécie. Voilà, c'est ça. On a le frémissement diastolique cater. Cater, c'est parce que c'est juste une description, hein, donc l'examen cat, c'est en anglais, voilà, lorsqu'on caresse un chat, voilà, lorsqu'on a avec la sensation. On aura le signe de Harzer qui est positif, l'EVD, donc ça traduit une insuffisance ventriculaire droite, voilà, c'est perception des battements du cœur, voilà, ça traduit l'insuffisance ventriculaire droite. À l'auscultation, c'est l'examen clé, voilà, c'est le temps clé en cardiologie en général, donc on aura la fameuse triade de Du-Rosier. Triade de Du-Rosier, elle n'a tout d'abord, donc puisqu'on a ces problèmes diastoliques, donc c'est pendant la diastole. Pendant la diastole, la valve mitrale, elle s'ouvre. D'habitude, elle s'ouvre, mais elle ne donne pas de bruit. C'est les fermetures des valves, que ce soit valve mitrale ou la aortique. Lorsqu'elle se ferme, il y a B1, B2. Lorsqu'elle s'ouvre, ça ne constitue pas de bruit. Mais lorsqu'elle est, elle est pathologique, elle va constituer du bruit. Et c'est ce qu'on appelle le claquement d'ouverture de la valve mitrale. Lorsqu'elle s'ouvre, elle va constituer un claquement, voilà, un bruit. Ensuite, on a le roulement diastolique, c'est le passage du sang. Il va constituer un roulement, ça roule. Et il est surtout majoré en protodiastole, au début de la diastole. Avec le roulement, à la fin on va dire en télédiastole, on dit la fin de la diastole, dans la télédiastole, il y a un renforcement présystolique, c'est le RPS. Le renforcement présystole, c'est quoi? C'est en fait la systole auriculaire qui est protégée, qui est l'oreillette, mais la structure ça va, la systole elle peut se contracter. Mais lorsqu'on a une FA, une fibrillation auriculaire, il n'y a pas de systole. L'oreillette elle fibrille, elle ne se contracte pas. Voilà, donc le renforcement il disparaît et ça c'est un signe de gravité, c'est-à-dire qu'il y a un trouble du rythme. Et enfin, la triade, elle se termine par l'éclat de B1. L'éclat de B1, c'est-à-dire la fermeture de la valve mitrale. D'habitude, on dit bruit, mais on dit éclat. Il est fermé, surtout il est classifié, un éclat. Et donc, l'auscultation, elle se fait, on va bien écouter la triade de Du-Rosier en décubitus latéral gauche, surtout. Voilà. Donc, on peut avoir aussi, lorsque l'hyperpression est transmise vers le côté, le poumon, les capillaires pulmonaires, et puis l'artère pulmonaire, et puis la cavité droite, on aura le syndrome infundibulo-pulmonaire. Si on a une H-TAP, on va avoir un éclat de B2. Voilà, H-TAP, c'est éclat de B2. Voilà, B2 qui est majoré. Très bien. On peut avoir technique des souffles, l'insuffisance pulmonaire, l'insuffisance tricuspide. Donc ça dépendra, est-ce que mettre l'insuffisance tricuspide ou là, parce qu'on a une dilatation du VD qui va dilater l'anneau et donc insuffisance tricuspide fonctionnelle due à la dilatation du VD. Donc voici la schématisation la triade de Du-Rosier. Donc on a le B1, B2, entre le B1 et le B2 c'est la systole, entre le B2 et le B1 c'est la diastole. On sait que le B2, la diastole c'est le temps le plus allongé, plus allongé que la systole, parce que en général, il y a des physiologiquement, le cœur il se repose plus qu'il se contracte. Voilà, il se relâche, il se remplisse plus que il fait la contraction il se repose plus. Voilà. Donc voilà, la B2, mais le B2, le B1, lié à la diastole, elle est plus importante que la systole. J'espère que c'est clair. Il y a des diastoles, la durée à la diastole, la durée à la systole, parce que le cœur il se relâche plus qu'il se contracte. Voilà. Bon, elle est juste entre parenthèses. Donc, B2. Voilà, donc là, on aura un claquement d'ouverture de la valve mitrale au début de la diastole. Après la fermeture de l'aorte, bien sûr, c'est le B2. Donc, on aura ce roulement comment il se passe? C'est en
d'abord en décrescendo, يعني يتناقص ثم بعد crescendo, petite crescendo, et à la fin, la crescendo dit à quoi? C'est le renforcement présystolique. Voilà, il est قوي. Et enfin, l'éclat de B1 qui coûte majoré surtout. Donc, on a les signes de gravité, ben, donc on aura la diminution, le B1 en fait, voire abouli complètement, c'est lorsqu'on a un RM calcifié. Il se ferme même pas, il s'ouvre même pas, la valve elle est vraiment rétrécie, donc c'est ça. Le renforcement présystolique, on a lorsqu'il disparaît, parce qu'on a FA, lorsqu'on a des crépitants, lorsqu'on a des signes d'insuffisance cardiaque droite, ça c'est clair, lorsque l'intervalle B2-COM il est diminué, l'intervalle, le claquement, le B2 normal lorsqu'elle se ferme, et le claquement d'ouverture de la valve mitrale lorsque ça diminue, voilà. Lorsqu'on a éclat de B2, c'est l'HTAP, et puis d'autres souffles d'insuffisance pulmonaire, fonctionnelle, les souffles mésosystoliques, donc voilà, c'est le syndrome infundibulopulmonaire. L'essentiel, c'est les signes de gravité. Alors, le diagnostic différentiel, voilà, qui va différencier cette valvulopathie mitrale, il va ressembler surtout au rétrécissement mitral, c'est le myxome de Loger. Myxome, c'est une tumeur bénigne qui va se localiser au niveau de l'oreillette gauche et elle va en fait se plonger, on va dire, elle va plonger là, la valve mitrale et donc constituer un obstacle. Donc, elle ne va pas permettre le passage malgré la valve mitrale, elle est normale. Voilà, c'est un diagnostic différentiel. Alors, commençons avec les examens complémentaires. Donc, le CG, bon, le CG, malgré, il fait partie de l'examen clinique, mais voilà. Donc, le CG, qu'est-ce qu'on va trouver? Lorsqu'on fait notre tracé, on va trouver une hypertrophie auriculaire gauche. Parce que l'oreillette gauche, elle est dilatée. Lorsqu'on est dans un tracé électrique, le CG, on parle des termes qui sont... c'est des termes électriques. Hypertrophie, pas forcément une hypertrophie. Donc, même si la réalité hypertrophie, c'est une dilatation, بصح كي نكونوا في le CG ما نقولوش dilatation, نقولوا hypertrophie. Donc, هذه باش نفهموا عليها. Donc, on a hypertrophie auriculaire gauche. L'hypertrophie auriculaire gauche, comment elle va se manifester? يعني كيف نعرفها في le CG? Donc, تكون عندنا aspect تاع bien sûr, c'est l'onde P parce que c'est l'oreillette. Donc, c'est l'onde P. Donc, l'onde P تكون bifide en V1 et diphasique en D1. D'accord? Diphasique en D1 et bifide en V1. Alors, je m'excuse, petite correction, c'est la HAG, donc l'hypertrophie auriculaire gauche. Donc, comment on va la reconnaître le tracé électrique? Donc, c'est deux dérivations, D2 et V1. D2 et V1. Fait D2, il y a une P qui est bifide, d'accord, en double bosse, on dit. Elle est bifide en D2. Donc, je vais vous l'écrire. Donc, elle est bifide, oui, qui fait D2. D'accord. Et elle est diphasique, diphasique en V1. Et c'est la partie, et la profondeur ou la durée de la partie négative, elle est importante. Parce qu'il y a la partie, le côté gauche, logé. La première partie, c'est l'OD. Positive, la partie négative c'est logé. Négativité, la négativité traînante. Voilà. Sinon, au niveau du D2, c'est la durée qui est plus importante. Parce que l'amplitude, ça témoigne de l'oreillette droite, alors que la durée, horizontale, la durée c'est l'oreillette gauche. Et l'amplitude, c'est l'oreillette droite. Bon, elle est bien fait moyen. Donc, elle a une onde P qui est positive et donc en double bosse monomorphe en D2 et elle est diphasique, négativité traînante en V1. D'accord. On aura technique HVD. Alors l'HVD, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite, c'est-à-dire parce que c'est qui connaît le retentissement sur les cavités droites. Donc les signes, on a plusieurs signes, on a un signe spécifique, plusieurs signes. On peut avoir donc l'axe qui va être dévié à droite, et qu'on a un aspect S1, Q3, S1, Q3, yani S en D1, Q en D3. C'est les plus fréquents. Voilà, on va dire comme ça, l'air en plan V1. Voilà, parce que c'est une électrode qui est plaquée, enfin surtout au niveau du côté droit, on va dire. Voilà, donc on peut avoir une hypertrophie bi-auriculaire, les deux. OD et OG, les deux sont dilatés. Voilà, et enfin, on aura des troubles du rythme auriculaire surtout, parce que c'est la structure auriculaire qui est surtout altérée, c'est l'OG. Donc, à type d'extrasystole auriculaire qui est très bénigne, on peut avoir un flotteur ou bien complètement une fibrillation auriculaire qui est très grave. Ça. Alors, au téléthorax, qu'est-ce qu'on aura?
Alors, le téléthorax, il va nous montrer. Donc, il faut savoir que la silhouette cardiaque, la radiographie de face, elle se présente sous forme d'une opacité triangulaire, avec base diaphragmatique et deux bords, un bord droit et gauche. Voilà. Très bien. Donc, qui est très important, c'est surtout on va parler de ça par la suite, c'est le rapport cardio-thoracique, ou l'index cardio-thoracique, ou l'indice cardio-thoracique. Et bien, c'est quoi? C'est le rapport entre la largeur de la silhouette cardiaque et la largeur de le thorax. Normal, il est inférieur ou égal à 0,5. Voilà. Donc, la silhouette cardiaque, elle a une disposition en arc. On parle des arcs. On a les arcs cardiaques gauche et les arcs cardiaques droit. Le problème pour الناس qu'on a dit une OG dilatée مع VD تاني كيقدر يكون dilaté. Même حتى l'OD تقدر تكون dilatée. Mais on parle surtout de l'OG. L'OG qui est dilatée, كيفاش نعرفوا في la radiographie thoracique comment puis savoir que l'OG est dilaté juste à travers un cliché thoracique. Donc on aura arc inférieur droit en double contour et arc moyen gauche convexe double bosse. يعني nous déjà mis la structure comment elle est. Donc voici, je vais essayer de vous dessiner ça. Donc voici l'arc supérieur gauche, et puis comme ça l'arc moyen gauche, et l'arc le plus important c'est l'arc inférieur gauche. Et puis ça part comme ça. On va aller le côté droit, on a juste deux, on a l'arc supérieur droit et l'arc inférieur droit. Voilà. Donc on a une dilatation de l'arc inférieur droit et l'arc moyen gauche. Il témoigne de la dilatation de l'OG. Donc, on a l'arc inférieur droit qui est en double contour. Double contour, double contour. Comme ça, ou sur la c'est l'oreillette gauche, les rails dilatés. Et l'arc moyen gauche, l'arc moyen gauche, en fait, c'est quoi? Il fait deux parties, fait les deux tiers supérieurs. C'est le tronc à l'artère pulmonaire. Le tiers inférieur ou l'auricule gauche. C'est avec le tiers inférieur ou les haïdil place. Voilà. Il faut juste garder qu'on a arc inférieur droit. C'est typique. Double contour, arc moyen gauche, c'est convexe. Double bosse. Parce qu'elle est double bosse, c'est un infundibulum pulmonaire, ou là, on a le tronc à l'artère pulmonaire, et l'auricule gauche. Voilà. Il va se dilater, il va prendre de la place. Et même surtout, il a une HTAP, c'est au niveau de l'artère pulmonaire complètement. Donc, on aura cet aspect. On aura une cardiomégalie. Donc là c'est surtout le rapport, il faut calculer. Et une pointe sus-diaphragmatique. Parce qu'on a le VD qui est dilaté. Parce que le VD est dilaté, il va tirer vers lui le VG. Et donc, la pointe est sus-diaphragmatique. Mais je vais le diaphragme. D'accord? Et on dit c'est une silhouette mitrale triangulaire. Elle est typique. Alors, pour le retentissement pulmonaire, on aura une hypervascularisation pulmonaire. Et donc, on dit on aura une redistribution de la vascularisation vers les sommets. Voilà, on parle d'un poumon mitral. Alors, c'est typique. Le CG et le téléthorax de face, c'est typique. Le CG, c'est simple, on parle d'hypertrophie. Le téléthorax, on parle des arcs. Voilà. Le TT, ou là, l'échocardiographie transthoracique, Doppler aussi. Alors, ça, c'est l'examen clé, l'examen qui va poser le diagnostic positif de toutes les valvulopathies. Donc, il est systématique, bien évidemment, pour poser le diagnostic, pour voir. Pourquoi aussi? Il va nous permettre de calculer la surface mitrale. Pour parler d'un RM serré, il faut le calculer. Il y a les chiffres, donc là, vraiment avec exactitude. Donc, ça se fait par planimétrie. Et puis, ça pose le diagnostic positif, on va bien voir l'aspect, on va quantifier la sévérité, signes associés, appareil sous-valvulaire, il y a à travers le TT. Alors, il faut garder les caractéristiques, le TT c'est important. Il y a aspect, quantification, sévérité, signes associés, et le retentissement aussi, surtout l'OG, les structures, le VD, voilà. Le TEO, c'est quoi le TEO? Le TEO, c'est l'échocardiographie transœsophagien. Je vais voir le cœur à travers l'œsophage. On va introduire une sonde à travers l'œsophage qui va descendre. Donc, elle compte directement placée derrière le cœur. Elle est très importante. L'examen, il est très important. Il est encore très, très important parce que, bon, on va pas dire qu'il est invasif, mais il est dérangeant.
il est dangereux, il n'est pas très... Le patient ne va pas à l'aise, le patient. Dans l'œsophage, une sonde. Donc, bien évidemment, il ne va pas à l'aise. C'est mal voilà, il met le patient mal à l'aise. C'est pour ça, le tété, il y a beaucoup plus, voilà, facile, voilà, très facile le tété. Donc voilà, le théo, ça, il est vraiment derrière le cœur, قريب عليه بزاف. Par exemple, le tété, il y a le plan superficiel, surtout si c'est une femme, voilà, il y a une obésité, voilà, il y a plusieurs structures. Par contre, le théo, il y a la sonde mord le cœur directement, l'œsophage, voilà. Et donc, on va surtout, le théo, il va permettre de voir bien loger, parce qu'il est surtout en postérieur. Et du coup, l'indication, le théo, c'est une indication systématique avant le traitement curatif, c'est la CMP, la commission auto-immune mitrale percutanée. On ne peut pas la faire sans avoir fait ETO à l'avance. Parce que il y a un thrombus intra-OG. Et parce que qui nous arabe, il y a un thrombus à l'intérieur de l'OG. Et donc, on a un événement thromboembolique. Ça va contre-indiquer la CMP. Donc, nous le traitement, nous faisons très bien. Alors, les complications de cette pathologie mitrale, cette valvulopathie, donc, c'est l'OAP. Lorsqu'on n'a pas, voilà, le cœur, il va essayer d'abord de compenser, de s'adapter à cette pathologie, mais à un certain moment, il va lâcher. Ou là, parfois même, c'est directement aigu. Bon, c'est pas vraiment très aigu, mais voilà. L'essentiel, si à un moment donné, il va lâcher, il va décompenser. Et on aura un œdème aigu du poumon. Voilà. Et c'est très grave. Et ensuite, on aura donc les arythmies. C'est surtout la FA. En fait, la FA, on dit c'est un tournant évolutif. Le patient dit FA, c'est bon. Sa vie, elle va complètement être changée. Voilà. Ensuite, on aura donc dû à la FA, les événements thromboemboliques qui vont se manifester par des AIT, voire des AVC. Voilà. Ensuite, on aura de l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse, voilà, c'est une pathologie infectieuse qui va toucher l'endocarde. Et donc, on dit infectieuse. Donc, elle est surtout due souvent des bactéries, des micro-organismes, surtout des bactéries. Et ça touche surtout l'endocardite infectieuse. Le flux. Surtout les régurgitations. C'est qui تكون كاينه insuffisance بزاف. Surtout à prédominance aortique. L'endocardite infectieuse, les germes. Surtout aortique, qui a une insuffisance aortique, donc le risque il est très important. On va dire qu'il y a une insuffisance mitrale, technique, ça qui a un rétrécissement mitral, pas très fréquente, mais ça peut être le cas. On aura voilà, toujours dans le cadre des événements thromboemboliques, on peut avoir une ischémie des membres inférieurs, ischémie aiguë, voilà, technique c'est une urgence. Et enfin le syndrome d'Ortner qu'on a déjà cité. Maintenant, on va citer quelques formes cliniques du rétrécissement mitral. Donc, il peut être le rétrécissement mitral sous plusieurs formes cliniques. D'abord, on a le RM, œdémateux de Galavardin. Alors, le rétrécissement mitral, c'est un RM pur, voilà. Et pur, il n'est pas associé à une IM. Il est serré avec une HTP post-capillaire. Il est juste mort les veines pulmonaires avec le post-capillaire. Et donc, on aura... avec une OG qui n'est pas très dilatée. Voilà, donc c'est juste par définition. La définition il connaît un rythme sinusal avec une OG non dilatée, surtout qui présente de fréquents OAP. Voilà. Et déclenché par des efforts, surtout la marche, les grossesses, les périodes prémenstruelles, etc., les émotions. Voilà. Donc là, c'est le rétrécissement œdémateux. Parce que il va présenter des OAP fréquents. Ensuite, on peut avoir une maladie mitrale. C'est l'association des RM avec une IM. Voilà, rhumatisme surtout. Donc ensuite, on peut avoir donc un RM la grossesse. Voilà, grossesse. Et voilà, donc elle est là. Il y a une prise en charge isolée, bien sûr. Ensuite, on a le syndrome de Luton-Bachet. En fait, c'est un RM avec une CIA, une communication interauriculaire congénitale. Voilà. Et enfin, la dernière forme clinique qu'on peut avoir, c'est le RM avec hypertension pulmonaire mixte, avec HTP mixte. Il y a une pré- et post-capillaire. Et c'est très grave. Voilà, elle est active, irréversible, etc. Très bien, donc passons maintenant, enfin, au traitement. Comment prendre en charge un rétrécissement mitral? Alors, tout d'abord, il y a une vidéo petit à petit. On va commencer avec le traitement médical.
Bon, avant le traitement médical, il nous faut bien sûr la prévention, la prophylaxie, l'hygiène bucco-dentaire. Pourquoi l'hygiène bucco-dentaire? Quel rapport? Parce que, en fait, on a parmi les complications du RM, c'est l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse, c'est un germe qui va être, donc, qui va entrer à travers n'importe quelle porte d'entrée. Et donc, il va venir, il va faire une pullulation bactérienne ou la microbienne, on va dire en général. Et ça va constituer de l'endocardite au niveau de l'endocarde. Surtout, il a une pathologie sous-jacente, surtout les valvulopathies. C'est ça qui attire les germes pour provoquer une endocardite, une inflammation au niveau de l'endocarde. Donc, parmi les portes d'entrée les plus fréquentes, c'est bucco-dentaire, qui a des soins dentaires. Le patient en général, il ne prend pas soin de ses dents. Et donc, très fragile. Il y a un saignement, avec le saignement, la bactérie تدخل. Donc, هذا من جهة. Très bien. Technique, لازم un régime hygiéno-diététique, un régime hyposodé avec restriction des efforts parce que voilà le patient déjà a un problème donc le VG il ne se remplit pas bien. Technique, le régime hyposodé parce que on a des œdèmes. Surtout les insuffisance cardiaque droite aussi, donc les œdèmes partout. L'insuffisance cardiaque gauche, c'est la congestion pulmonaire. Donc, en général, en ce qui concerne la prévention et la prophylaxie. Voilà. Et technique prévenir l'endocardite infectieuse. Donc, le traitement, surtout, c'est de l'insuffisance cardiaque. Prévenir l'insuffisance cardiaque, parce que ça va évoluer, ça a donné des signes de l'insuffisance cardiaque. Hein. Donc, comment traiter cette insuffisance cardiaque? Les traitements, donc lorsqu'elle est congestive, lorsqu'il y a de la congestion, c'est simple. Lorsque le patient est en OAP, il faut donner des diurétiques, bien sûr, des diurétiques, furosémide surtout, et pour pour traiter avec l'état aigu. Mais par la suite, surtout, les traitements en général de l'insuffisance cardiaque, c'est des diurétiques, des dérivés nitrés, des bêta-bloquants. Alors, pourquoi donner des bêta-bloquants? Les bêta-bloquants, ça sert à ralentir la fréquence cardiaque qui se connaît une tachy-FA. Une tachyfibrillation auriculaire, il faut la ralentir. Donc on va donner des bêta-bloquants pour diminuer la fréquence cardiaque qui est en train d'aggraver en fait le cœur. Donc ça augmente, ça met le cœur en stress, tout simplement. Donc il faut la réduire. Voilà, il faut donner des bêta-bloquants. Donc on a des nitrés, diurétiques et bêta-bloquants pour ralentir la FA. Ce qui aggrave la tachycardie, elle va aggraver l'hypertension pulmonaire. Très bien, pour les médicaments. On a 3 médicaments. Diurétiques, dérivés nitrés et bêta-bloquants. Mais il faut savoir, très important, attention, les bêta-bloquants, on ne les donne pas pendant la phase aiguë, qui a une congestion. C'est contre-indiqué l'insuffisance cardiaque aiguë. C'est qui est stabilisé. Le patient sahien ou insuffisance cardiaque, ça est stabilisé. Même s'il y a de la congestion suivière au niveau du poumon, ou il y a des œdèmes, ça est stabilisé. Le patient en état de choc. Là. Attention, les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans ce cas. D'accord. En ce qui concerne le dernier traitement médicamenteux, c'est les anticoagulants. Les anticoagulants, quand est-ce qu'on les donne? On les donne lorsqu'on a une fibrillation auriculaire pour prévenir les événements thromboemboliques. On a dit ça. Également, lorsqu'on a des antécédents des événements emboliques, le patient déjà d'air AVC, d'air AIT. Qui te connaît une OG très dilatée ou là un thrombus intra-OG اللي نشوفوه بالETO. OG très dilaté نقدروا نشوفوها l'écho cœur normal ETT و l'ETO نشوفوا به le thrombus intra-OG اللي هضرنا عليه نشوفوا باللي داخل l'OG راهو يصرى formation تاع OG parce قلنا باللي le sang il va stagner parce qu'il passe pas il va coaguler donc نقدروا نشوفوا هذيك l'opacité. Voilà. ولا اخر حاجه سي لو كونتراست الا شفنا بلوتيو كاين كونتراست سبونتاني داخل لوجيو داخل لوجي نشوفوا ان كونتراست اللي تماك معناتها راهو يتفورما راهو اون تران دو كواغولي. Donc ça indique encore une fois il faut prévenir, il faut donner des anticoagulants. Mais les anticoagulants, on ne va pas les donner n'importe où. Il faut voir selon le score de SHA2D2S de VASC. C'est un score qui est utilisé dans le cadre de la FA, la fibrillation auriculaire. Mais n'importe quel patient a FA, on déroule la coagulation. Laissez-moi jouer le score. Le score TNA en faveur d'un risque élevé. C'est des calculs. C'est en faveur d'un risque élevé, l'événement thromboembolique, il faut coaguler. Avec des AVK. Les AVK, les l'INR تاعنا. Les AVK نعسوهم بالINR. هذاك international normalized ratio. Donc هذايا c'est l'INR نعسوه لازم يكون entre 2 et 3. يكون entre 2 et 3, c'est parfait. Voilà, il faut toujours surveiller. Et les AOD sont contre-indiqués. Les pathologies mitrales, c'est contre-indiqué. Les AOD, il ne faut pas les donner, attention. Voilà, 2 complications communes à toutes les valvulopathies. C'est une note.
qui ont l'endocardite infectieuse, surtout l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est en première position. Il y a les complications de toutes les valvulopathies, que ce soit mitrale, aortique, n'importe quelle, tricuspide, liget, et l'endocardite infectieuse technique en deuxième position, qu'il faut prévenir, la prévention, la prophylaxie d'Osler. Voilà. Enfin, le traitement curatif, et ben c'est la CMP. En première position, qu'est-ce qu'il faut proposer? C'est la CMP. Allez, la CMP. Parce que la CMP, c'est une intervention. C'est pas une chirurgie. C'est un traitement interventionnel. On va passer par cathétérisme cardiaque, l'artère radiale, plutôt par veine, pardon. Donc par une veine n'importe quelle. Donc la veine cave supérieure, juzo l'OD, en bas d'un juzo OG, on va percer le septum interauriculaire, au niveau de l'OG, et on va mettre un ballon, la valve mitrale, et on va le dilater. Et voilà, on va dilater, c'est une dilatation percutanée, tout simplement. Oui, quelle est l'indication de la Meshik Kamel? Il y a en première position, ça, la CMP, c'est la première position. Ça, on a des indications, on a des contre-indications. Les indications, on a un rétrécissement mitral qui est serré, qui est pur, les valves lesmikounou souples, peu remaniées. Il est kaina, la calcification très remaniée, il faut pas faire, c'est contre-indiqué. Donc, les contre-indications, je nous montre. Les contre-indications, déjà, un thrombus intraogène, on a le TO, c'est un examen systématique avant la CMP, avant le traitement curatif. Il faut faire le TO. Donc, on fait le TO, on trouve un thrombus intraogène, on trouve un contraste, on trouve quelque chose. Donc, il faut pas faire la CMP. C'est contre-indiqué, il faut directement la chirurgie cardiaque. Également, d'autres contre-indications, c'est il a qu'un des dents associé RM à IM. Donc, c'est une maladie mitrale. C'est quoi le traitement? Le traitement consiste à dilater. Il a une insuffisance mitrale associée. Pourquoi je vais dilater? Je vais provoquer une IM pure, une IM très grave, qui va donc très très grave. Voilà. Donc voilà, elle est sévère. Il a une ditanique d'autres valvulopathies qui sont que ce soit aortique ou la tricuspide, ça laisse une chirurgie. Il a une chirurgie. Ben, pourquoi je vais faire la CMP alors que je vais faire une chirurgie? Donc je fais la chirurgie directement au classe. Je fais pas la CMP, je vais traiter tout ensemble, d'accord? Donc si on a des valvulopathies associées, donc c'est polyvalvulaire, aortique, tricuspide, n'importe quelle, qui nécessite une chirurgie, donc je fais la chirurgie d'emblée, sans faire la CMP mitrale, donc je vais ouvrir le patient, donc je fais la chirurgie au classe. Les résultats, c'est des résultats qui sont assez intéressants. Ça a un risque de resténose mitrale, donc elle peut se rétrécir à nouveau. Et au bout de quelques années, c'est pour cela qu'il faut suivre le patient à vie. Voilà. Donc, c'est la CMP, c'est le traitement de première intention, parce que c'est facile, c'est simple, c'est pas vraiment qui est très compliqué. Moi, j'ai des risques, voilà, des risques. Sinon, si on ne peut pas malheureusement faire la CMP, on va passer à la commissurotomie mitrale par chirurgie. Voilà, par chirurgie sous anesthésie générale. Donc, elle n'a soit à cœur fermé ou à cœur ouvert. À cœur fermé, on l'a fait pas vraiment bzef. Voilà, c'est bon, ça se fait sans circulation extracorporelle. Sinon, on fait directement la commissurotomie mitrale à cœur ouvert. Oui, là, c'est juste d'autres notions. Soit CMP, soit remplacement valvulaire. Voilà. En deuxième position, on a le remplacement valvulaire en position mitrale. En remplaçant, il y a complètement la valve, ou une autre valve, nouvelle valve. Soit c'est une valve de nature mécanique qui nécessite anticoagulation à vie par des AVK bien sûr, et non pas des AOD. Les AOD sont contre-indiqués dans la valvulopathie mitrale, donc il ne faut pas les donner. Et soit par une valve biologique qui ne nécessite pas d'anticoagulation, mais qui a une durée de vie plus basse que la valve mécanique. La valve mécanique, c'est à vie. Sauf il a des thromboses ou la soirée. Donc voilà. Sinon, donc ça dépendra du patient. Est-ce que le patient il est sujet âgé? Si c'est un sujet très âgé qui a plus de 80 ans, on va dire le biologique parce que l'espérance de vie bien sûr est plus faible. Donc on va dire la biologique باش نيفيتيو les risques hémorragiques l'anticoagulation parce qu'on a la valve mécanique, on a une anticoagulation à vie. Mais voilà, si c'est un patient sujet âgé, qui est fragile, etc., donc lui, il faut plutôt une valve biologique. Si c'est une femme enceinte, chez une femme enceinte, si c'est une femme qui a un désir de grossesse, malgré, on peut faire la valve mécanique et on peut mener une bonne anticoagulation pendant la grossesse, sans risque, enfin, toujours le risque hémorragique, on va essayer de bien la suivre, on peut la faire, mais si elle a peur ou elle veut faire la valve biologique,
La valve biologique, bien sûr, c'est le patient qui décide à la fin. On propose et on parle des bénéfices et des risques. On évalue la balance bénéfice-risque. Bien sûr, on va toujours vers le bénéfice beaucoup plus. Et à la fin, c'est le patient qui décide. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc la différence entre valve mécanique et valve biologique. Mécanique, ça a une durée de vie à vie. Elle va rester à vie avec le patient. Sauf une anticoagulation à vie. Et ça, c'est un petit peu elle trop au le patient. Avec des AVK à vie, c'est le syndrome. Bien sûr qu'il faut suivre avec l'INR. L'INR, jusqu'à 4,5. On parle de... Donc chaque source où je trouve qu'il y a 3,5 4,5 qu'il y a 3 4,5 l'essentiel qui تكون valve mitrale rétention mitrale لازم l'INR يكون شويه كبير حتى ال 4,5 bien sûr il faut pas dépasser 4,5 sinon il y a un risque hémorragique très important. Donc voilà, il faut juste suivre l'INR, ça dépendra du patient, le patient comment il est fragile, le sujet âgé, pas âgé, voilà. Sinon la valve biologique, c'est une valve qui a une durée de vie donc de 8 à 10 ans parfois اقل وإلا كانت لا فام تاني دارت une grossesse مع une valve biologique la durée de vie حتزيد تقل اكثر. donc voilà بصح ما لازمناش انتي كواغولاسيون. donc فوايي يعني كل وحده عندها لي بيان تاعها وبصح عندها les risques تاعها. sinon donc voilà حنا on propose et le patient qui décide à la fin. donc on a fait le tour du rétrécissement mitral. c'est un cours très très intéressant, très important. on a dit que c'est la pathologie rhumatismale la plus fréquente, valvulopathie rhumatismale la plus fréquente et qui c'est surtout à prédominance féminine. Et normalement on a parlé de tout. Si vous trouvez n'importe quelle faute, veuillez m'excuser, me corriger dans les commentaires. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que l'explication était claire. Sinon je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.